1999, Andrew Wayne Eddhouse était l'homme le plus redouté de Kalgoorlie, en Australie occidentale. Membre influent de l'un des clubs de motard hors-la-loi les plus secrets d'Australie, il opérait dans une ville isolée d'exploitation aurifère qui avait ses propres règles et son propre silence. Personne ne s'opposait à lui et personne ne parlait de lui. Lorsqu'une femme disparut à l'intérieur de son clubhouse dans la matinée du 8 octobre 1999, ce silence dura 26 ans. Voici l'histoire de la manière dont cela a été possible. Andrew Eddhouse dirigeait Kalgoorlie depuis des années avant que quiconque en dehors de cette ville n'ait entendu son nom. S'il avait exercé ses activités ailleurs en Australie, la justice l'aurait retrouvé bien plus tôt. Mais les choses étaient différentes à Kalgoorlie. La ville se trouvait à 600 km de la grande ville la plus proche, au cœur de l'outback d'Australie occidentale. Et elle vivait selon ses propres règles depuis si longtemps que plus personne ne remettait cet ordre des choses en question. Les mines injectaient d'importantes sommes d'argent dans l'économie locale. Et cet argent circulait dans la ville sans que beaucoup de gens ne demandent d'où il venait ni où il allait. La police manquait d'effectifs et, dans certains cas, se trouvait du mauvais côté de la ligne qu'elle était censée défendre. Quant aux habitants qui vivaient et travaillaient là-bas, ils avaient appris que certaines choses à Kalgoorlie ne valaient tout simplement pas la peine qu'on s'y intéresse. C'était dans cette ville qu'Andrew Eddhouse avait choisi de bâtir son monde, et elle l'avait bien servi. Le Club des Roses avait été fondé en Australie occidentale au début des années 1970 comme l'un des 4 premiers clubs de motards hors la loi de l'État, aux côtés des Coffin Cheaters, des Gypsy Jokers et du gang God's Garbage. Mais alors que les autres étaient connus, le Club des Roses avait délibérément choisi de rester inconnu. Pendant des décennies, la police d'Australie occidentale n'a même pas pu confirmer combien le club comptait de membres portant les couleurs. Ils existaient dans l'espace entre ce que les forces de l'ordre pouvaient prouver et ce que les personnes autour d'eux étaient prêtes à dire. Et ce que ces personnes étaient prêtes à dire, c'était rien. À la fin des années 1990, le trafic de méthamphétamine avait transformé la véritable nature des clubs de motards hors la loi en Australie. L'argent qu'ils généraient leur donnait une infrastructure et une influence qui dépassaient largement tout ce qu'un simple conflit territorial autour des couleurs pouvait produire. Le Club des Roses effectua cette transition et Andrew Eddhouse était l'homme qui dirigeait leur opération à Kalgoorlie au moment précis où cela se produisait. L'argent affluait, l'organisation se développait et personne dans cette ville n'était en mesure d'y faire quoi que ce soit. D'un côté de Boulder Road se trouvait un entrepôt Bunnings où les travailleurs des mines venaient chercher des fournitures avant de partir vers le Super Pit. De l'autre côté se trouvait le clubhouse du Club des Roses. Depuis le trottoir, il était impossible de voir à l'intérieur à cause des hautes tôles ondulées qui l'entouraient de tous côtés. Les habitants de Kalgoorlie avaient compris depuis longtemps que Boulder Road avait 2 côtés et qu'un seul d'entre eux les concernait. Juste à l'intérieur de la porte d'entrée de ce clubhouse, 4 lettres et un chiffre étaient gravés de façon permanente dans le béton. CDMC. 1%. Tous ceux qui franchissaient ce portail savaient déjà ce que cela signifiait et ce que cela exigeait d'eux. Des procès pour meurtre et des groupes d'enquête de la police étaient venus et repartis, et lui était toujours là, sur Boulder Road, prenant les décisions, imposant le code et restant totalement hors de portée de quiconque voulait le tenir pour responsable. C'était simplement ainsi que les choses fonctionnaient à Kalgoorlie, une ville bâtie sur l'argent et le silence, où ceux qui savaient quelles questions ne méritaient pas d'être posées avaient appris cette leçon bien avant qu'Andrew Eddhouse n'arrive pour en tirer profit. On le surnommait Crowy. Lorsque l'avocat de la police, lors de l'enquête des années plus tard, lui demanda d'où venait ce surnom, Eddhouse répondit qu'il ne s'en souvenait pas. Ceux qui le connaissaient s'en souvenaient autrement. Cela n'avait rien à voir avec les corbeaux. Cela avait tout à voir avec les pieds de biche et ce qu'il en faisait. Non pas sous le coup de l'émotion, ni par une colère incontrôlée, mais délibérément,
comme un homme qui fait quelque chose parce qu'il a décidé que cela devait être fait, et qu'il a soigneusement réfléchi à la manière de le faire. Voilà qui était Andrew Edhouse, en octobre 1999. Intouchable dans une ville qui lui avait donné tout ce dont il avait besoin pour le rester. Et de l'autre côté de ces murs en tôle ondulés sur Boulder Road, une femme était sur le point d'entrer dans une nuit. Mais pour comprendre comment Andrew Edhouse est devenu cet homme, il faut revenir à l'origine de cette histoire. Le nom Edhouse signifiait déjà quelque chose en Australie occidentale, bien avant d'apparaître dans les journaux. 3 hommes ont porté ce nom dans cette histoire. Brian Edhouse était le frère d'Andrew. Robert Edhouse était le fils d'Andrew. Et sur une période de 3 décennies, tous les 3 se sont retrouvés au même endroit, au cœur d'une violence dont ils ne pouvaient pas s'éloigner. Brian fut le premier. Il travaillait dans un garage lorsqu'un groupe de coffin cheaters arriva et lui brisa les 2 jambes à coups de batte de baseball. L'attaque visait Andrew. Un message qui disait « Nous pouvons atteindre ta famille ». Andrew reçut le message et ne dit rien. Mais il réfléchissait déjà à la manière d'y répondre. À cette époque, il élevait Robert seul. Il entrait et sortait de prison, pendant que le garçon grandissait autour du clubhouse de Boulder Road, où les hommes qui allaient et venaient n'étaient pas des inconnus, mais des figures permanentes. Robert n'est jamais devenu un biquis, mais le monde dans lequel il a grandi l'a marqué à jamais. Des années plus tard, il comparut devant un tribunal de district de Perth et fut condamné à la prison à vie pour un meurtre qu'il avait prémédité de sang-froid. Le nom Edhouse a laissé derrière lui 2 histoires criminelles, l'une qui a été résolue et l'autre qui ne l'a jamais été. La guerre qui a défini Andrew Edhouse a commencé avec un homme nommé Kevin Woodhouse. Dans le monde du Club des Roses, tout le monde le connaissait sous le nom de Mad Mick. Il avait été un nominé du club, ce qui signifiait que le Club des Roses l'avait accueilli, s'était porté garant pour lui et lui avait accordé sa protection. En retour, il devait honorer ses obligations envers le club. L'une de ces obligations était une dette qu'il leur devait. Mad Mick choisit de ne pas payer cette dette et de rejoindre les Coffin Cheaters à la place. Les Coffin Cheaters étaient les plus grands rivaux du Club des Roses en Australie occidentale. Les rejoindre n'était pas seulement une question d'argent, c'était une remise en cause directe de tout ce que représentait le club. En mai 1998, des membres du Club des Roses entrèrent dans le Broken Hill Hotel à Victoria Park et attaquèrent le président des Coffin Cheaters, Edward Whitnell, lui ouvrant la tête devant le bar. La riposte arriva 4 jours plus tard, lorsqu'un Coffin Cheater reçut une balle dans la jambe. Ce qui avait commencé par la dette impayée d'un seul homme était devenu une guerre entre 2 clubs, et aucun des 2 camps n'était prêt à être le premier à s'arrêter. L'escalade fut rapide. La police d'Australie occidentale intercepta un coffin cheater à seulement quelques mètres du domicile d'un membre du club des ROS. Dans la voiture se trouvait un fusil à pompe automatique illégal, chargé, connu dans la rue sous le nom de Street Sweeper. L'image de cette arme fit la une du West Australian. Ce fut le moment où les habitants ordinaires de Perth comprirent que ce qui se passait dans leur ville dépassait désormais un simple conflit entre clubs de motards. La police d'Australie occidentale lança une opération spéciale baptisée Opération Gallipoli. Mais Opération Gallipoli ne parvint pas à empêcher ce qui allait suivre. Un membre du club d'Eros, Mark Doyle, se rendait au travail un matin lorsqu'un tireur, posté dans les buissons près d'une bretelle d'accès à Roe Highway, ouvrit le feu sur sa voiture. Doyle survécut, mais arriva à l'hôpital avec des blessures par balle à la colonne vertébrale. Le lendemain, Marc Chabrière, un coffin cheater connu de tous sous le surnom de Chabs, fut abattu dans sa voiture à Welshpool. Il était respecté dans plusieurs clubs, et sa mort radicalisa encore davantage le conflit. Un autre coffin cheater, Mick Anderson, fut blessé par balle au bras lors de la même attaque. Anderson était si imposant physiquement que lorsque la police vint l'arrêter, elle dut attacher 2 paires de menottes ensemble pour pouvoir le maîtriser. L'homme accusé du meurtre de Marc Chabrière était Andrew Wayne Edhouse.
L'accusation expliqua au tribunal qu'Ed House avait un mobile. Son frère Brian avait été violemment agressé par des coffin cheaters. Et Ed House n'était pas le genre d'homme à accepter cela sans réagir. Des preuves médico-légales le reliaient aux armes utilisées lors de la fusillade. Et un associé déclara à la police qu'Ed House lui avait confié des détails sur l'attaque, disant qu'il faisait des rêves érotiques à propos des fusillades. La défense expliqua au jury que l'enquête reposait sur des éléments de preuve assemblés de force par une police tellement désireuse d'obtenir une condamnation qu'elle avait ignoré tout ce qui ne correspondait pas à sa théorie. L'officier supérieur qui dirigeait l'enquête avait interrogé Ed House lors d'un entretien qui fut ensuite déclaré irrecevable, parce que l'enregistrement vidéo avait mystérieusement disparu. Ce même officier ne fut pas appelé à témoigner lors du procès qu'il avait pourtant été chargé de construire. Après 4 semaines et demie de témoignages et de preuves, le jury ne mit qu'une seule journée à rendre son verdict. Non coupable sur tous les chefs d'accusation, le meurtre de Chabrière, les tentatives de meurtre de Mick Anderson et de Mad Mick Woodhouse. Andrew Ed House quitta le tribunal et retourna au clubhouse de Boulder Road. Mad Mick Woodhouse, l'homme dont la décision de ne pas payer sa dette et de changer de club avait déclenché toute cette guerre, fut abattu en 2004 devant un centre aquatique de Bayswater, alors qu'il attendait son ouverture. Dans son dernier souffle, il désigna son meurtrier. L'homme inculpé fut jugé à 3 reprises. Le verdict final fut l'acquittement. Andrew Ed House s'était sorti de tout ce que la justice avait lancé contre lui. Et ce monde allait bientôt entraîner une autre personne dans sa spirale. Une femme de 28 ans nommée Lisa Govan entra dans ce monde sans savoir ce qu'il était. Lisa était de petite taille et avait des cheveux bruns ondulés. Ce soir-là, elle prépara le dîner pour elle et son petit ami Tim Hamill, avant qu'il ne parte pour son service de nuit au Super Pit. Une fois seule, sans famille à proximité, Lisa n'avait nulle part où aller ni rien de particulier à faire. Elle venait de perdre son emploi. Alors, elle décida d'aller boire un verre. Sa soirée commença au Dibonelli's Bar sur Hannan Street, où elle resta jusqu'à minuit. En sortant, elle s'arrêta à un distributeur automatique de la Commonwealth Bank, retira $50 et, au lieu de rentrer chez elle, se rendit au Safari Night Club. Il était 1h du matin lorsqu'elle y arriva seule. Elle buvait déjà depuis plusieurs heures et continua jusqu'à la fermeture du club à 4h30. Lorsqu'elle quitta le Safari, elle n'était plus seule. Elle était accompagnée d'un homme qui fut plus tard identifié comme étant Andrew Ed House. Les images de vidéosurveillance les montrèrent en train de s'enlacer devant le club. Mais ces mêmes images captèrent un autre moment. Un associé du club d'Eros, Trevor Atkinson, s'approcha du couple et sembla porter un coup vers le cou de Lisa. Ed House intervint. L'incident prit fin. Et à partir de ce moment-là, Lisa monta dans un taxi avec Atkinson et se rendit au clubhouse du club d'Eros sur Boulder Road. Il était 5h du matin lorsqu'ils arrivèrent. D'autres personnes se trouvaient à l'intérieur, jouant au billard et écoutant de la musique. Lisa était visiblement en état d'ébriété. Des témoins décrivirent Ed House et Lisa comme étant très proches, les bras autour l'un de l'autre et leurs visages rapprochés. Mais au fil des heures, les autres commencèrent à partir. À 7h30, il ne restait plus que 4 personnes dans ce clubhouse. Lisa, Ed House, Atkinson et un homme qui dormait sur le canapé depuis les premières heures de la nuit. La dernière apparition confirmée de Lisa Govan eut lieu devant les grilles du clubhouse, dans la lumière du petit matin, avec Ed House et Atkinson debout à ses côtés. Après cet instant, il n'y eut plus aucune apparition confirmée, aucun contact avec sa famille et aucune trace d'elle où que ce soit. Lorsque Tim Hamill rentra de son service de nuit, il trouva la maison vide. Il passa la journée à parcourir Kalgoorlie à sa recherche, sans rien trouver. À 3h du matin, le 9 octobre, il appela la police pour signaler sa disparition. Il fallut 5 jours à la police pour fouiller le clubhouse de Boulder Road. Au moment où ils y entrèrent, les indices étaient impossibles à ignorer. Une partie de la moquette avait été découpée du sol. Le béton en dessous avait été repeint. Les machines de jeu avaient été déplacées afin que la peinture puisse être faite.
Il n'y avait aucune preuve médico-légale de la présence de Lisa dans le bâtiment. Mais la moquette avait disparu. Le sol était fraîchement repeint. Et personne au sein du club d'Eros ne disait un mot à ce sujet. La police conclut qu'elle était morte et qu'elle était très probablement décédée dans la matinée du 8 octobre 1999. Au-delà de cela, elle ne pouvait rien prouver. Et ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'il faudrait encore 25 ans avant que quelqu'un ne s'approche d'une réponse. Le témoin, mais quelqu'un avait tout vu. Ross Kimberly Edwards était un plâtrier d'une trentaine d'années qui était venu à Kalgoorlie pour travailler. Il n'avait aucun lien avec le club d'Eros jusqu'à ce qu'il se retrouve à travailler pour un homme nommé Kevin Smith. Kevin était l'un des plus gros trafiquants de cocaïne de Kalgoorlie et il travaillait pour le club d'Eros. Dans le cadre de son travail, Kevin venait chercher Ross chez lui chaque matin et ils se rendaient ensemble sur le chantier prévu pour la journée. Le matin du 8 octobre 1999, leur trajet les fit passer devant le clubhouse du club d'Eros, sur Boulder Road. Lors de leur premier passage, Ross remarqua une femme debout sous la véranda du Foundry Hotel, situé juste à côté du clubhouse. Elle ne semblait pas en détresse et Ross n'y prêta pas attention. Ils continuèrent leur route, achetèrent 2 bouteilles de Coca-Cola puis firent demi-tour. Sur le chemin du retour, Kevin s'arrêta chez lui et revint avec un petit sachet Ziploc contenant de la cocaïne qu'il déposa dans la console centrale. Lorsqu'ils revinrent devant le clubhouse, la femme que Ross avait vue au Foundry avait changé de place. Elle était maintenant appuyée contre la clôture de l'entrée du club d'Eros et Andrew Edhouse avait le bras posé sur cette même clôture, juste à côté d'elle. Kevin se dirigea vers la porte d'entrée. Ross resta en retrait pour fumer une cigarette. À travers la grille métallique, il observa une conversation de 15 à 20 minutes entre Kevin et Edhouse. Kevin lui tournant le dos tout le temps, tandis qu'Edhouse se trouvait de l'autre côté des barreaux. Il n'entendit pas un seul mot de leur échange. Mais il regardait. Puis Edhouse disparut derrière la porte et revint peu après, faisant passer quelque chose à Kevin à travers les barreaux métalliques. C'était une agrafeuse. Kevin remonta dans la voiture sans dire un mot et déposa Ross sur le chantier. Lorsqu'il revint plus tard, il était agité et nerveux. Il dit qu'il devait parler. Ils partirent ensemble dans le bush. Kevin était tellement paranoïaque à l'idée d'être enregistré qu'il obligea Ross à marcher à une centaine de mètres de la voiture avant de dire quoi que ce soit. Debout là, sur la terre rouge, Kevin raconta à Ross ce qu'il avait vu à cette porte d'entrée. Il avait vu Edhouse courir à l'intérieur et se jeter sur quelqu'un. Une femme. Elle n'était plus en vie. Ross ne répondit rien et retourna travailler. Le Toyota Hilux jaune de Kevin, qui était resté garé derrière le Foundry toute la matinée, fut plus tard retrouvé rincé au tuyau d'arrosage et soigneusement nettoyé, avec la roue de secours retirée de la benne avant le lavage. Ross remarqua tout, mais ne posa aucune question. Lorsque la police commença à enquêter sur la disparition de Lisa Govan, elle finit par retrouver Ross. Il fit une déposition, mais il omit les éléments les plus importants. Son calcul était simple. Les personnes dont il cherchait à se protéger vivaient toujours à Kalgoorlie, et elle continuait de surveiller. 2 années passèrent. En 2001, Ross et Kevin se brouillèrent à propos d'argent. Ross rentra chez lui et trouva Kevin qui l'attendait avec Mick Heaton, l'homme de main du club d'Eros. Heaton frappa Ross à la tête avec une bouteille de sauce tomate et lui fit clairement comprendre la situation. « Si tu dis quoi que ce soit sur quoi que ce soit, tu seras le prochain. » Ross n'avait besoin d'aucune autre explication. Lisa Govan. Il était ruiné et terrifié. Il vendit sa Nintendo pour acheter un billet de bus et monta dans le premier bus quittant Kalgoorlie. Mais le poids de ce qu'il savait le suivit hors de cette ville et ne le quitta jamais. Il ne pouvait cesser de penser à la famille de Lisa. Alors il retourna voir la police et leur raconta tout. Ce qu'il ne pouvait pas leur dire, c'était où se trouvait Lisa. Et au moment où quelqu'un commença enfin à chercher sérieusement, ceux qui connaissaient cette réponse avaient déjà fait en sorte qu'elle ne puisse jamais être retrouvée.
la dissimulation, Ross Edwards avait raconté à la police ce qu'il savait. Mais savoir et prouver sont deux choses différentes. Et les personnes qui auraient pu combler l'écart entre les deux avaient déjà décidé qu'elles ne le feraient jamais. La police attendit 5 jours avant de fouiller le clubhouse de Boulder Road après la disparition signalée de Lisa Govan. Lorsqu'elle entra enfin dans les lieux, le sol avait été repeint et la moquette avait été retirée. Les prélèvements effectués sur ce qu'il restait de la moquette ne confirmèrent pas la présence de Lisa sur les lieux. Mais Sue Markham, avocate assistant le coroner, déclara plus tard devant le tribunal que cela ne signifiait pas nécessairement que rien ne lui était arrivé là-bas. La police pensait qu'un Toyota Land Cruiser Ute blanc, appartenant à un associé du club d'Héroès, avait été utilisé pour évacuer soit la moquette, soit le corps de Lisa des lieux ce matin-là. Le véhicule avait été retrouvé nettoyé de fond en comble et rincé au tuyau d'arrosage, la roue de secours ayant été retirée de la benne avant le lavage. Au-delà de cette théorie, il n'existait rien qui puisse être présenté devant un tribunal. Ross avait remis sa première déposition à la police en 1999, mais elle était incomplète. Il avait omis les éléments les plus importants parce que son calcul était simple. Les personnes dont il cherchait à se protéger vivaient toujours à Kalgoorlie et elles continuaient de surveiller. Il retourna voir la police à plusieurs reprises et fit de nouvelles dépositions, leur racontant davantage de ce qu'il avait vu dans la matinée du 8 octobre 1999. L'enquête n'aboutissait à rien. Les parents de Lisa, Pat et Ian, passèrent des années à être conduits vers différents sites à travers les Goldfields d'Australie occidentale par des rumeurs et des médiums. Les Goldfields ne sont pas un endroit conçu pour retrouver des choses. Des centaines de puits de mines sont dispersés dans la terre rouge, des trous déjà creusés et impossibles à fouiller. Chaque piste ne donnait rien. En 2017, la police d'Australie occidentale augmenta la récompense pour toute information de 50 000 à 250 000 $. Les enquêteurs retournèrent à Kalgoorlie, retracèrent les derniers déplacements de Lisa et examinèrent d'éventuelles preuves médico-légales liées à des véhicules et à l'ancien site du clubhouse. Durant la même période, Ian Govan écrivit au bureau du coroner pour demander une enquête officielle sur la disparition de sa fille. On lui répondit qu'elle ne pouvait pas avoir lieu parce que l'affaire était toujours en cours d'investigation. Ils continuèrent d'attendre. En 2022, la police porta la récompense à $1 million. Elle diffusa également publiquement les images de vidéosurveillance du Safari Night Club, ainsi que des photos du Toyota Land Cruiser blanc, prétendument lié à l'enquête. L'affaire n'avait jamais reçu une telle exposition médiatique. La récompense ne fut jamais réclamée. Ceux qui savaient ce qui était arrivé à Lisa Govan avaient déjà décidé qu'aucune somme d'argent ne valait le prix qu'ils auraient à payer en parlant. Cette même année, le détective principal Timothy Lines fut affecté à cette affaire non résolue, spécifiquement pour préparer un rapport destiné au coroner. 2 ans plus tard, en novembre 2024, une enquête du coroner s'ouvrit enfin à Perth. 25 ans après que Lisa Govan avait franchi une dernière fois les grilles de Boulder Road, avant de ne plus jamais être revue, les témoins étaient enfin appelés à la barre pour dire ce qu'ils savaient. Ce qui suivit fut l'une des démonstrations de silence collectif les plus extraordinaires jamais vues dans une salle d'audience australienne. John Hope, connu sous le surnom de Little John, avait été membre portant les couleurs du Club des Roses pendant 17 ans. Il déclara au coroner qu'il ne se souvenait de rien ayant un rapport avec la disparition de Lisa Govan. Pas une seule conversation en 17 années passées au sein d'un club dont les membres avaient été publiquement accusés de son meurtre. Le coroner fit remarquer qu'il était difficile de croire qu'un homme ayant passé près de 20 ans dans ce club n'ait jamais discuté une seule fois d'une disparition qui avait fait la une de tous les journaux télévisés à Kalgoorlie pendant des mois. Little John répondit qu'il n'avait aucun souvenir de conversation de ce genre. Trevor Atkinson déclara au coroner qu'en 25 ans, il n'avait jamais parlé une seule fois de Lisa Govan avec Andrew Headhouse. Un murmure de rire parcourut la salle d'audience. Le coroner lui demanda directement s'il comprenait que le tribunal aurait du mal à croire cela. Atkinson répondit qu'il ne pouvait pas parler au nom des autres. Puis vint Mick Heaton, le même homme qui avait frappé Ross Edwards à la tête avec une bouteille de sauce tomate et lui avait ordonné de garder le silence.
Heaton admit à la barre qu'il avait parlé au téléphone avec Andrew Edhouse la veille de sa propre comparution à l'enquête et qu'il avait également parlé à Kevin Smith le lendemain du témoignage de ce dernier. Lorsqu'on lui demanda ce dont ils avaient dit parler, il répondit qu'ils discutaient simplement de ce qui se passait au tribunal. Kevin Smith nia entièrement les accusations. Ross Edwards comparut à l'enquête et expliqua au tribunal ce qu'il lui en avait coûté de se manifester. Ma toute première déposition, à l'époque, était dictée par la peur pour ma propre vie. Si je racontais tout, je serais le prochain, déclara-t-il. Alors je n'ai dit que ce qu'on m'avait dit de dire et pas toute la vérité. Puis il ajouta la phrase qui résumait tout le monde dans lequel il était tombé le matin du 8 octobre 1999. Je suis encore nerveux d'être assis ici aujourd'hui. Le coroner avait entendu témoin après témoin livrer le même silence soigneusement construit. John Hope ne se souvenait de rien. Trevor Atkinson n'en avait jamais parlé. Mick Heaton disait qu'il prenait simplement des nouvelles de vieux amis. Kevin Smith niait tout. Ces hommes avaient passé toute leur vie dans un monde où le silence était imposé, et pas seulement attendu, et ni 25 ans ni une enquête du coroner n'avaient changé cela. Mais le seul homme dont le silence comptait vraiment ne s'était même pas donné la peine de se présenter. L'enquête du coroner. Lorsque l'enquête de 6 jours du coroner sur la disparition de Lisa Govan s'ouvrit à Perth en novembre 2024, l'homme au centre de toute l'affaire était introuvable. La police n'avait pas réussi à localiser Andrew Edhouse avant le début de l'enquête. Le coroner Michael Jenkins informa le tribunal que sa localisation était inconnue et qu'il pouvait avoir quitté le pays. L'homme, qui avait été l'une des dernières personnes à voir Lisa Govan en vie, avait disparu à la veille d'une procédure qui avait mis 25 ans à voir le jour. Ce n'était pas le seul problème avant même que l'enquête ne commence. Tim Hamill, le compagnon de Lisa à l'époque, n'avait pas pu être officiellement convoqué et ne comparaîtrait pas. Et dès le premier jour, l'avocat de l'État représentant la police d'Australie-Occidentale se leva pour présenter les excuses de la police à la famille Govan pour la manière dont l'enquête avait été menée. Après 25 ans d'attente, tout ce que la famille reçut fut la reconnaissance que la communication avec elle n'avait pas été à la hauteur. Ce que ces excuses n'abordèrent pas, c'était le fait que 2 détectives s'étaient représentés au clubhouse du Club des Rousses dans la matinée du 8 octobre 1999. Peut-être alors que le corps de Lisa s'y trouvait encore, et qu'ils étaient restés dehors, à plaisanter avec des membres du club. À 20 mètres de l'endroit où elle avait peut-être été allongée, ils déclarèrent au tribunal que leur présence relevait du pur hasard. L'enquête révéla également un détail qui n'avait jamais fait partie du dossier public auparavant. Un témoin déclara au tribunal que Lisa avait été vue à l'arrière d'une moto Harley-Davidson, conduite par Billy Grierson, membre des Gypsy Jokers, le matin de sa disparition. Ce détail soulevait de nouvelles questions sur ce qui s'était passé durant ces dernières heures et introduisait la possibilité qu'une rivalité entre clubs ait joué un rôle dans sa mort. L'enquête ne parvint jamais à l'établir de manière définitive. 5 mois après les audiences de novembre 2024, l'enquête du coroner fut reportée. Puis, en avril 2025, le seul témoin que tout le monde se demandait s'il entendrait un jour apparut sur un écran dans la salle d'audience de Perth, par liaison vidéo depuis un lieu tenu secret. Andrew Edhouse. L'homme qui avait régné sur le milieu criminel de Kalgoorlie en 1999 apparut sur l'écran d'un ordinateur portable 26 ans après ce matin, où tout ce qu'il avait construit fut mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait encore jamais connue. La séance débuta par des difficultés techniques. Le tribunal dut lui demander plusieurs fois d'éteindre puis de rallumer son appareil. Puis l'interrogatoire commença. Il nia tout. Chaque question concernant cette matinée reçut la même réponse, formulée avec des mots différents. Le clubhouse. Les moments d'intimité décrits par les témoins. Les heures comprises entre 7 et 9 heures du matin, lorsque Lisa Govan cessa d'exister. Andrew Edhouse regarda l'objectif de cette caméra et déclara qu'il ne se souvenait de rien. Lorsqu'on lui montra les images de vidéosurveillance censées le montrer avec Lisa devant le Safari Night Club à 4h30 du matin, il répondit « Tout le monde dit que c'est moi, et cela pourrait être moi, mais je n'en suis pas certain. » Le coroner lui fit remarquer qu'il ne disait pas que ce n'était pas lui.
mais simplement qu'il ne s'en souvenait pas. Eddhouse reconnut que c'était exact. L'avocate assistant le coroner, Sue Markham, passa avec lui en revue tous les scénarios possibles. Une dispute qui aurait mal tourné, un accident, la possibilité qu'il lui ait fait du mal ou qu'elle soit simplement partie de son propre gré. Eddhouse éluda chacune de ces hypothèses. Si elle était partie, dit-il, il l'aurait vue. À chaque question correspondait une absence de réponse, et chaque absence de réponse relevait du même calcul qui lui avait permis d'éviter un tribunal pendant 26 ans. Ne rien dire et ne rien leur donner qu'ils puissent utiliser. Le coroner le confronta directement. Pouvez-vous admettre qu'il est très difficile de croire qu'en 26 ans, vous n'ayez jamais parlé de cette affaire avec qui que ce soit? Eddhouse réfléchit un instant et fit sa seule concession. Il déclara qu'il avait peut-être dit quelque chose comme « Qu'est-il arrivé à cette fille ?» C'était tout ce qu'il était prêt à reconnaître. La dernière question vint du coroner lui-même. « Ce que je veux savoir, monsieur Eddhouse, c'est ce qui est arrivé à Lisa après tout cela. » Sa réponse tint en 4 mots. « Je ne peux pas vous aider. » Pat et Ian Govan étaient assis dans cette salle d'audience, regardant la scène sur un écran. Ils avaient été présents chaque jour de l'enquête. Pendant 26 ans, ils avaient exploré des puits de mines, écrit des lettres au bureau du coroner et attendu un moment qui ne vint jamais sous la forme dont ils avaient eu besoin. Lorsque le coroner se tourna directement vers eux pour saluer leur courage et leur persévérance au cours de ces 26 années, Pat Govan déclara plus tard que ce fut à cet instant que tout céda. Non pas parce qu'ils avaient enfin obtenu la réponse qu'ils cherchaient, mais parce que c'était la reconnaissance qu'ils pourraient bien ne jamais en obtenir. En juillet 2025, le coroner Michael Jenkins rendit ses conclusions. Il prononça un verdict ouvert. Il déclara qu'il était incapable de déterminer la cause ou les circonstances de la mort de Lisa. Il écrivit qu'Eddhouse et Atkinson en savaient davantage sur ce qui était arrivé à Lisa qu'ils n'avaient été disposés à l'admettre, et qualifia la situation de frustrante et totalement insatisfaisante. Eddhouse, Atkinson et Smith avaient tous été arrêtés à différents moments au cours des 26 années précédentes. Tous avaient été remis en liberté. Aucun d'entre eux n'avait jamais été inculpé pour une quelconque infraction liée à la disparition de Lisa. Après avoir prononcé sa réponse en 4 mots devant le coroner, Andrew Eddhouse mit fin à la communication et retourna là où il se trouvait. Son emplacement demeure inconnu. Il n'a jamais été inculpé. Un détective aujourd'hui à la retraite, ayant travaillé sur cette affaire, a déclaré publiquement qu'il savait qui avait tué Lisa et qu'il était convaincu que son meurtrier finirait un jour par être tenu responsable. Mais à ce jour, cette conviction n'a conduit ni à une inculpation ni à une arrestation. Pat Govan se tint devant le tribunal lors du dernier jour d'audience et répéta ce qu'elle disait depuis 26 ans. Notre principal objectif est de ramener Lisa à la maison. Lisa Govan n'a jamais été retrouvée. Andrew Eddhouse n'a jamais été inculpé. Lisa Govan n'a jamais été retrouvée. La récompense d'1 million de dollars n'a toujours pas été réclamée. Le code du silence qui a protégé Andrew Eddhouse pendant 3 décennies est le même code qui a permis à un petit club de motards installé sur les quais d'un village de pêche du Texas de devenir l'un des empires les plus puissants du monde. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir comment cette histoire s'est déroulée.